On parle beaucoup de cette révolution, mais qui est très contestée, très discutée. Et pourquoi? C'est peut-être parce que ces résultats, en fait, sont nouveaux, même si la révolution n'est pas tout à fait nouvelle. C'est parce qu'en fait, elle bouleverse tout. Les business models, l'impact économique, l'impact sociétal. Cette transformation qui n'est pas une verticale, mais qui est plutôt en fait une transformation de toute la société, euh, dans tous les secteurs, dans toutes les industries, peu importe la chaîne de valeur d'une entreprise. Et nous allons en fait sur ce continuer avec quelques exemples concrets et j'ai le grand plaisir d'inviter à côté de moi Chloé Bonnet, formée au Design Thinking à New York. Elle est architecte de programmes d'innovation ouverte et d'entrepreneuriat. Chloé fait partie du comité d'experts du ICAC 40 dirigé par J. Babinet pour évaluer la maturité digitale des entreprises. Elle est membre aussi du board de Beta Factory de NIF. Elle co-dirige l'Open Data Institute à Paris, qui est fondé à Londres par Sir Tom Berners-Lee, j'espère que je ne me trompe pas, pour diffuser notamment la culture de l'ouverture. Elle est aussi co-auteur d'un livre sur le sujet Open Model. Chloé, je te laisse démarrer. The floor is yours. Merci beaucoup. Alors, je co-dirigeais l'Open Data Institute à Paris, qui a été fondé par Tim Berners-Lee, donc, qui est l'inventeur du web à Londres. J'attends juste mes diapos. Déjà captivé. Bon, en attendant, donc, merci déjà beaucoup à Mariam pour l'invitation ce soir. Je suis ravie, et à Laura, je suis ravie d'être parmi vous. J'avais envie de revenir avec vous sur des mythes qu'on entend beaucoup chez 5by5, parce qu'on sait qu'on est dans un moment où on parle beaucoup d'innovation, on en parle parfois presque plus qu'on agit dessus, et j'avais envie de revenir un peu en introduction de cette séquence sur l'open innovation, sur deux mythes que j'entends toujours, pour vous donner aussi des contrepoints. Donc chez 5by5, on transforme les grandes organisations, plutôt des grands groupes, mais on s'intéresse aussi de près depuis peu de temps aux ETI et aux PME, on essaie de les transformer via l'ouverture. Donc, via l'ouverture, ça veut dire via l'ouverture aux écosystèmes extérieurs, via l'ouverture de leurs actifs technologiques pour que d'autres puissent bâtir dessus, et via l'ouverture, qu'on appellerait un peu l'ouverture des chakras, qui est l'ouverture aux nouvelles méthodes de travail. Donc, dans ce contexte-là, ça fait 5 ans qu'on va dans des entreprises plus traditionnelles pour essayer d'expliquer ce que l'ouverture apporte en termes de transformation numérique. Et ça fait 5 ans qu'on entend les mêmes mythes et que les choses, finalement, en termes de culture, évoluent assez peu. Est-ce que... D'accord. Donc, le premier mythe que je voulais voir avec vous, en plus, je sais que la salle est constituée d'un certain nombre d'industriels et c'est un motif récurrent quand on va voir, nous, des entreprises industrielles. C'est ce que j'entends souvent, c'est l'innovation est nécessairement technologique. On est en France, on est dans une nation d'ingénieurs, et donc la technocentrie est partout où on va. Donc ça ressemble à ça, donc ça veut dire qu'on va finalement priver tout un public de personnes qui ont fait des études littéraires, de personnes qui ont fait les sciences humaines, et on leur dit avec ça, c'est pas pour vous. Donc nous, bien entendu, chez 5by5, on pense que ce n'est pas le cas, puisque je vous le mets en tant que mythe. Ce n'est pas le cas, pourquoi? Il y avait une slide sur la présentation de Franck où c'était écrit « Jobs to be done », qui est « Qu'est-ce qu'on est en train de réaliser avec l'innovation ?» Ce qui nous importe, nous, et notre définition de l'innovation, c'est d'aller chercher des problèmes critiques à résoudre. Et quand on le voit sur le marché, quand on ne va pas chercher les bons problèmes et qu'on saute sur des solutions techniques pour essayer de créer des produits, ça ne marche pas. Aujourd'hui, je ne sais pas si... Est-ce que quelqu'un dans cette salle a un frigo connecté? Voilà. Les frigos connectés, tous les 3 ou 4 ans, on nous sort une nouvelle forme de frigo connecté. Le problème, c'est que ça ne répond à rien. C'est simplement un trip égotique de gens qui ont envie d'appliquer une technologie à un usage qui n'existe pas. Les Google Glass, pareil. Ce téléphone, je suis sûre que personne d'entre vous ne l'a jamais utilisé. Il n'a pas fait très long feu chez Nokia et c'était il y a très longtemps. Mais le téléphone manette de jeu, c'est la même chose. Donc tout ça pour vous dire que si vous devez capitaliser vos efforts pour faire bouger vos systèmes d'innovation en interne,
capitaliser plutôt sur la recherche du problème avant de choisir d'investir sur les technologies. Donc ça, c'est pareil, ça vient corroborer ce que je viens de dire. Quand on regarde les taux d'échec dans les startups et qu'on regarde pourquoi elles meurent, alors c'est des chiffres, c'est contestable, mais c'est des chiffres qui reviennent très souvent. Il y a 42% de cas où c'est parce qu'il n'y avait pas de besoin marché, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a sauté sur une solution au plus vite. Et en ce moment, je suis sûre que vous rencontrez des tas d'acteurs sur l'intelligence artificielle, sur des termes un peu hype comme ça à la mode. Demandez-vous toujours, est-ce que ces gens-là ont vraiment envie de résoudre un problème? Donc voilà, et donc nous, dans les organisations traditionnelles, quand on vient, on se demande, on se dit toujours, mais pourquoi c'est si compliqué d'aller chercher des problèmes? Pourquoi on vient toujours nous parler de technologie? Et on s'est rendu compte de quelque chose de très simple, c'est que c'est simplement un problème de culture et un problème de structure. Quand on est dans un système complexe, on va dire une entreprise d'une centaine de personnes, mais ça peut être moins, on estime que le système peut basculer et se transformer du moment où la minorité qui veut faire basculer ce système est autour de 30%. Donc, nous, ce qu'on va dire à nos clients qui sont les organisations traditionnelles, c'est qu'il faut miser sur ces 30% s'ils existent, ou alors il faut les faire exister, il faut les faire émerger, il faut aller les recruter. Et le cœur du sujet sur l'innovation, il est là. Il n'est pas dans combien je mets sur blockchain, combien je mets sur AI. Il est comment je fais pour prendre mes forces vives, comment je les équipe, comment je les arme pour faire basculer mon système. Donc, ce qu'on essaye d'apporter, c'est ce qu'on appelle le saut du bocal. C'est-à-dire que les entreprises, et surtout en France, ont tendance à se comporter comme si elles étaient dans un petit bocal avec leur petit écosystème et à ne pas regarder ce qui se passe autour. Donc, il faut arriver à sortir vite de ce bocal-là, à tester très rapidement sur le marché et à recommencer. Et bien sûr, se dire que dans la boucle, et on a vu le schéma que Franck nous a montré, dans la boucle, il y aura beaucoup d'échecs et beaucoup de déchets, et que c'est comme ça qu'on va avancer. Donc, pour le faire, il y a des méthodes très pratiques. Alors, ce n'est pas des recettes de cuisine. Franck le disait aussi, l'innovation, ce n'est pas une méthode scientifique. Il y a des choses qui peuvent nous aider. Et ce qu'on va faire, nous, c'est d'armer à l'intérieur des entreprises des équipes d'innovateurs, des gens qui, finalement, ont une description de poste, mais qui pourraient faire beaucoup plus pour l'entreprise et créer des nouveaux services qui apporteraient beaucoup plus de valeur. Et donc, la responsabilité de l'entreprise dans cette transformation, c'est de leur apporter les outils, les espaces un peu, ces espèces de zones franches, des poches de créativité dans lesquelles ils vont pouvoir innover en dehors de leur description de poste. C'est pour ça qu'on parle de problèmes de structure et de problèmes de culture. Alors ça, c'est un exemple que j'aime beaucoup, qui est un exemple qui est sorti d'un de nos programmes d'intrapreneuriat, donc où on met des gens qui sont des entrepreneurs de l'intérieur, qui ont besoin d'être révélés à l'organisation pour accélérer leurs projets. C'était une jeune femme qui était docteur en chimie chez Engie et qui avait découvert qu'on pouvait nettoyer des sous-marins nucléaires de manière totalement bio avec un polymère marin. Mais elle avait fait ça dans une structure qui était une structure de R&D, dans laquelle on allait chercher plutôt de la recherche fondamentale. On n'allait pas regarder quel business on allait pouvoir faire avec. Et elle est venue dans notre programme et elle a sorti une nouvelle offre sur le marché qui est devenue Biosciences et qui aujourd'hui, elle la commercialise au Qatar et dans plein de pays, va permettre d'aller nettoyer ces centrales nucléaires et ces sous-marins nucléaires de manière 100% bio. Et elle a vraiment lancé un nouveau pan de business pour Engie parce qu'on lui a donné finalement la latitude pour le faire, alors que ça correspondait en rien à ce pourquoi elle avait été recrutée au départ de sa carrière chez Engie. Alors le dernier mythe, parce que je pense que je suis en train de déborder, je n'ai pas regardé, je fais comme si je n'avais pas vu. Le dernier mythe que je voulais voir avec vous, c'est le mythe de l'Eureka. Donc on a tous en tête, donc c'est un peu ce truc de tel start-upper a eu l'idée dans sa douche, un beau matin il marchait. On entend tous comme ça cette petite musique. Et ça vient aussi d'images qu'on a beaucoup. On pense tous à Einstein et on pense aussi à Tim Berners-Lee, l'inventeur du web, on voit un peu l'invention du web comme un homme solitaire comme ça, qui tout seul dans un labo a inventé le web, ce qui est assez incroyable. Quand Tim Berners-Lee se faisait interroger par les journalistes étaient très déçus parce qu'en fait, il n'y a pas eu de moment magique. Et il leur a expliqué que c'était l'invention du web, c'est simplement une série de trouvailles et d'échecs dans un écosystème d'acteurs avec un très très grand nombre de contributeurs qui ont fait qu'à un moment, on a pu formaliser le web.
Et donc ça, c'est vraiment cette notion d'écosystème qui permet de se dire qu'on a des percées créatives. Donc la percée créative, c'est pas l'homme, et souvent vous remarquez que c'est des hommes, et on cherche très vite, dans une entreprise, on cherche très vite l'homme providentiel qui viendra sauver l'innovation de l'entreprise. Nous, on ne croit pas du tout à cette vision-là. On croit que les entreprises doivent se mettre vraiment dans les écosystèmes, elles doivent s'intégrer à tout un écosystème d'acteurs. C'est presque fini, promis. Tu peux passer celle-là si tu veux. Moi, voilà. Et donc, pour ça, il faut que les entreprises arrivent à travailler mieux avec les startups. On est dans un système en France où on parle beaucoup. C'est-à-dire que quand on demande aux grandes entreprises si leur PDG soutient le travail de collaboration avec des startups, oui, à 83%. Quand on dit quels sont les budgets alloués au travail avec les startups, 0,1%. Donc vous voyez un petit peu le paradoxe français qu'il faut qu'on arrive à résoudre. C'est presque fini. Voilà. Et donc pour travailler avec des startups pour de vrai, il y a plein de cas de figure différents. Il faut bien sûr, on ne travaille pas avec une startup pour travailler avec une startup. On travaille avec une startup encore une fois pour résoudre un problème au sein d'un écosystème parce qu'on n'est peut-être pas capable de le résoudre seul. Il faut avoir aussi l'humilité de se dire qu'on n'est pas forcément capable de faire certaines choses tout seul et qu'on les fera mieux à deux. Et donc il y a ces quatre, on pourra en discuter au cocktail parce que je suis en train de me faire pressuriser via slide. Il y a ces 4 types de partenariats possibles avec des startups. Vous n'êtes pas obligé d'acquérir d'autres acteurs pour travailler avec eux. C'est un peu le message clé. Vous pouvez aussi travailler en partenariat sur des partenariats de distribution, de co-développement, etc. Donc voilà, c'était un peu les messages clés que je voulais vous faire passer sur l'ouverture des écosystèmes et au travail avec d'autres types d'acteurs technologiques et l'ouverture aux nouvelles méthodes de travail en interne vers l'entrepreneuriat.